province du Kwango. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 16 septembre. Les députés nationaux sont déjà conviés à une plénière ce mercredi avant même l'ordre du jour de la session ordinaire ouverte lundi. 5 membres du bureau, dont le président, sont visés par des pétitions. Conformément au règlement intérieur, une commission doit les examiner. Le président de la Chambre basse du Parlement a réceptionné ces pétitions. Les détails dans ce journal. Plus rien ne retarde la pluie. Elle peut tomber à tout moment alors que les différents chantiers sur Kinshasa sont gérés comme si l'on commandait les pluies. Il faut accélérer pour éviter toute surprise désagréable. Le directeur général du BCECO l'a redit aux ingénieurs à pied d'œuvre. Vous le suivrez dans ce journal. Fact-checking, la radio-télévision nationale congolaise s'en va en guerre contre les fake news. Vous aurez désormais des contre-vérifications d'informations par nos experts maison afin d'éviter toute propagation des fausses informations. Ce soir, avec Gaëtan Magalano, on s'attaque aux premiers fake news. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Madame Sandra. Je vous reviens tout à l'heure. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande idée. Dans un contexte politique tendu, les 5 membres désormais officiels, le président Vital Kamerhe l'a réceptionné tout en réaffirmant son respect du règlement convoqué ce mercredi place d'une mission spéciale chargée de l'examen du dossier. Patrick Badiban. Par les députés nationaux visant lundi 15 septembre 2025 auprès du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvoulou Koji, notifié par un huissier de justice quelques heures après l'ouverture solennelle de la session budgétaire. Le mardi 16 septembre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau, a reçu des mains du secrétaire général la copie de cette pétition. C'est un règlement intérieur tracté cette initiative démocratique, droit reconnu aux élus nationaux. La pétition est reconnue dans notre règlement intérieur. On ne remet pas ça dans les couloirs. Hier, nous nous excusons encore une fois de plus. Quand on parle des excuses, déjà, c'est la faiblesse. Auprès de nos amis pétitionnaires qui sont venus quand nous sommes partis. Nous étions là toute la journée, ils sont venus après 15 heures. Et vous avez bien fait de réceptionner ça. Nous avons fait un communiqué ce matin par la cellule de communication pour qu'ils viennent et même répondre et le déposer. Mais nous sommes dit, puisque ça se trouve chez vous, avant que je ne parte, je vous dis que de façon à prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et ensemble les membres du bureau pour réceptionner officiellement, pour faire aucune obstruction à une démarche qui est légale. En toute urgence, le speaker de la Chambre basse du Parlement a réuni les bureaux afin de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescrits du règlement intérieur. L'Assemblée nationale convoquera mercredi 17 septembre 2025 une plénière destinée à mettre en place la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner cette pétition. Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement intérieur, cette commission sera composée d'un délégué par groupe parlementaire ainsi que d'un représentant des non-inscrits. Le premier vice-président Jean-Claude Chilumbaï a été instruit de convoquer cette plénière. Et faisons un pas en arrière. Hier, juste après la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale, quelques députés se sont exprimés au micro de nos reporters. Regardez. Nous devons être derrière le chef de l'État, l'accompagner, le soutenir dans nos prières, dans toutes nos actions, pour que les démarches qu'il est en train d'entreprendre pour que le Congo reprenne entièrement ses territoires occupés par les ennemis. C'est ça notre souci. Et aussi que le gouvernement fasse son travail. Ici, nous votons le budget. Que le budget reflète vraiment la réalité que nous trouvons, que nous faisons dans le budget. Nous, on fait notre travail. Il faut que le gouvernement puisse regarder un peu pour arranger la vie, le quotidien de nos populations. Puis de nous approprier le projet du budget pour que nous puissions faire en sorte que ce budget réponde aux préoccupations des Congolais. Ça, c'est un premier élément. Et un deuxième, c'est que le président a été très clair dans son discours parce qu'il y a une démarche parlementaire qui est en cours, celle de la pétition, qui vise certains membres du bureau. Le président de l'Assemblée nationale a pris soin de nous recevoir par caucus
Des expressions très claires ont été fournies et je pense que le discours du président, comme un responsable politique du pays, et surtout avec son humilité, peut désormais apaiser les esprits. S'agissant de la province du Mai-Ndombe, l'accent sera mis sur la construction de la RN17. Parce que nous déplorons chaque fois des cas de naufrage. Pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, vous avez suivi aussi au niveau de l'Équateur, il y a eu des embarcations qui ont fait naufrage. Il y a eu des pertes en vies humaines de l'ordre de une centaine de personnes. Vous le savez, Kinshasa donne le visage d'un véritable chantier à ciel ouvert. Il faut donc accélérer la cadence avant l'arrivée des pluies. C'est l'instruction ferme lancée par le directeur général du BCECO, Jean Mabi, lors de sa visite d'inspection sur les chantiers de la voirie urbaine de la capitale. Face à l'urgence climatique et aux défis impartis, Jean Mabi insiste sur l'intensification des travaux pour garantir la circulation et limiter les dégâts pendant la saison pluvieuse. Et Jeannie Chabani. La ville-province Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, est devenue un chantier. Les grandes artères de la ville sont pour la plupart en pleine réhabilitation, voire la modernisation. Avec l'appui financier du Bureau central de coordination BCECO, piloté par Jean Mabi, les travaux des voiries sont axés sur la construction des chaussées, des trottoirs, les placements des bus et des collecteurs, ainsi que l'assainissement des caniveaux. Pour le contrôle du respect de la qualité et du chronogramme des différents travaux exécutés dans différents chantiers financés par les BCECO, le DG de cette structure technique du ministère des Finances, Jean Mabi, a effectué une visite d'inspection dans ces différents chantiers, question de voir l'état d'avancement des travaux. Il s'est rendu tour à tour sur l'avenue Kimbondo, où les travaux exécutés par l'entreprise Malta Forest se font au ralenti. Après ce constat, il a instruit les ingénieurs et la main-d'œuvre d'accélérer les travaux. Il promet d'ouvrir la route à partir vers fin novembre. Donc ça va partir déjà du rond-point Moula jusqu'à la prison Makala. En ce moment-là, nous aurons aussi des routes de déviation, mais c'est que nous sollicitons aussi que les collègues qui s'occupent de la route de l'avenue Kimbondo puissent aussi accélérer pour aussi permettre à ce que ceux qui viennent d'Inga passent par Kimbondo et se ressortir sur le 24 novembre. À Lingwala et à la commune de Kinshasa, où il a visité les avenues Kalembelembe, Itaga, Kassavubu jusqu'au boulevard du 30 juin, il s'est dit très satisfait dans la mise en œuvre des travaux. Et la République démocratique du Congo renforce ses partenariats sécuritaires à l'international. À Pékin, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a échangé avec son homologue chinois, Wang Xiaowong. Leurs discussions ont gravité autour de la mise en œuvre d'un protocole d'accord visant à doter la police nationale congolaise en équipement moderne et bénéficier de l'expertise chinoise en matière de formation. Bobo Anan Mokonti. En mission officielle en République populaire de la Chine, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani, a eu ce mardi 16 septembre 2025 sur place à Pékin une réunion bilatérale liée au renforcement de la coopération en matière de sécurité publique entre les deux pays, avec son collègue chinois, conseiller d'État et ministre de la Sécurité publique, Wang Xiaowang. Les deux personnalités ont eu au cours de ces discussions abordé essentiellement la question sur la signature dans les prochains jours d'un protocole d'accord qui ouvrira la voie à une collaboration plus directe et durable au service de la sécurité et la stabilité, aussi bien pour la Chine que pour la République démocratique du Congo. Cette rencontre stratégique a en outre permis au patron de la sécurité, Maître Jacques Chabani, de revenir sur les différentes réalisations de la Chine en République démocratique du Congo dans le renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale congolaise et des services de sécurité au travers de la formation dans les domaines spécialisés de la sécurité publique de plusieurs policiers congolais. Il s'est dénoté que cette coopération sécuritaire importante s'inscrit aussi dans la mise en œuvre de la loi de programmation sur la réforme de la police nationale congolaise. La consolidation de la coopération militaire entre Kinshasa et Ankara avec en ligne de mire l'accréditation d'un attaché de défense turc et le développement d'une industrie congolaise de défense sur le modèle turc. C'est sur ces questions de haute portée stratégique que le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a échangé ce mardi avec l'ambassadeur turc en RDC, Murat Ulku, à la tête d'une forte délégation, ainsi que la société Afridex, Jerez Tofunji. Cette rencontre s'est tenue en présence du chef d'état-major général des FARDC, le général Jules Banzamouilamboué. À cette occasion, l'ambassadeur turc
a salué la reconduction du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Modianvita, à la tête de ce ministère stratégique et a exprimé la satisfaction de son gouvernement quant au début effectif de la mise en œuvre des accords de coopération militaire signés entre les deux pays. Parmi les sujets abordés figure l'accréditation imminente d'un attaché de défense turc en RDC, signe d'un partenariat militaire qui se consolide. Maître Guy Kabombo Modianvita a souligné que cette présence diplomatique renforcée sur le sol congolais marquera un tournant dans la coopération sécuritaire entre Kinshasa et Ankara. La journée a également été marquée par des échanges approfondis avec les représentants de l'industrie de défense turque et les dirigeants d'Afridex, toujours en présence de l'ambassadeur enthousiaste. Le vice-premier ministre de la Défense nationale a réaffirmé la vision du commandant suprême des FARDC, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de doter la RDC d'une industrie de défense autonome inspirée du modèle turc. Il convient de rappeler que Maître Guy Kabombo Modianvita avait pris part en juillet dernier au 17e Salon international de l'industrie de défense en Turquie, où il avait déjà échangé avec son homologue turc Yassar Gouler, marquant ainsi une étape clé vers une coopération stratégique durable. Gouvernance économique et amélioration du climat des affaires, c'est sous ce thème que le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba, a pris langue avec les entrepreneurs du secteur privé à l'hôtel Béatrice. Dans un esprit de franchise, toutes les problématiques freinant l'élan économique de la RDC ont été abordées, allant de la diversification de l'économie nationale en passant par l'encadrement des prix, contrôle économique et bien d'autres défis cruciaux. Tout a été passé au crible. Rodépanda. La problématique de l'encadrement des prix et contrôle économique, la contrebande liée à la porosité des frontières, la problématique de la taxe d'agrément des prestataires de services dans le secteur des hydrocarbures, l'impact des zones économiques spéciales ZES sur l'industrie locale, la protection de l'exclusivité du petit commerce aux nationaux, qui est l'épineuse problématique profondément débattue au cours de cette réunion. Toutes ces questions qui fâchent et bloquent le développement économique de la RDC ont été abordées sans tabou autour du grand thème sur la gouvernance économique et l'amélioration du climat des affaires. Devant les opérateurs économiques et entrepreneurs privés, Daniel Mokoko Samba a reconnu que le plus grand défi à remonter dans l'économie congolaise, c'est la diversification et le gouvernement s'y attelle pour limiter les exportations des matières premières à l'état brut en s'appuyant sur les productions locales pour stopper la dépendance des importations des produits de première nécessité. Au sujet du petit commerce réservé aux Congolais, Daniel Mokoko Samba a décidé. Le moratoire qui arrive à terme au mois de novembre, nous avons décidé au niveau du gouvernement de ne pas le prolonger, c'est-à-dire d'être un peu plus strict quant à l'exercice du petit commerce qui doit être réservé aux Congolais. Et il a confirmé l'élaboration d'une nouvelle loi qui viendra résoudre complètement cette question. Au nom des associations patronales de la RDC, la FEC, représentée par l'administrateur Thierry Ngoy, a salué l'initiative du ministre de l'économie nationale, étant donné que le dialogue permanent va renforcer le lien de collaboration. Le patron de l'économie nationale promet de faire intervenir d'autres membres du gouvernement pour que cet état d'esprit favorise l'amélioration du climat des affaires en RDC. Et quelle est la place accordée aux besoins spécifiques des enfants dans l'élaboration et l'affectation budgétaire en RDC? Une délégation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a échangé avec le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mosito, sur la question. C'était une rencontre axée sur l'investissement dans l'avenir à travers une budgétisation sensible à l'enfance. Anita Luamboa. Au sorti de cette rencontre, le représentant de l'UNICEF en RDC, John Agbor, s'est dit rassuré par l'engagement du gouvernement congolais. Il a rappelé que près de la moitié de la population congolaise est composée d'enfants et que leur prise en compte est indispensable pour le développement du pays. Adolphe Mosito, vice-premier ministre en charge du budget, a réaffirmé la volonté du président Félix Tshisekedi ainsi que la coordination de la première ministre Judith Suminwa à faire de la cause des enfants une priorité nationale. Il a notamment cité l'allocation significative dédiée à la gratuité de l'enseignement de base comme preuve concrète de cet engagement. On a échangé sur le processus de budgétisation et comment s'assurer que l'enfant est mis au centre de la budgétisation en RDC. Environ à peu près la moitié des personnes qui vivent en RDC sont des enfants. Donc si on ne budgétise pas en tenant compte de cette population,
on aura des difficultés dans le développement de la RDC. Le VPM a été très réceptif et il nous a encouragés à continuer dans cette dynamique, dans le travail qu'on fait. La bonne collaboration qu'on a entre l'UNICEF et en général le système des Nations Unies et son département ministériel. Les échanges ont aussi permis de renforcer la collaboration entre l'UNICEF et le gouvernement congolais, notamment dans le processus de budgétisation déjà entamé au niveau du Parlement. L'UNICEF, de son côté, promet de poursuivre son accompagnement technique afin d'assurer que le budget 2026 soit véritablement favorable aux enfants congolais. Et lui, il poursuit sans désemparer sa mission d'impulsion des réformes structurelles pour l'amélioration de l'environnement, des climats, des affaires en République démocratique du Congo. Le ministre d'État en charge du plan, Guilain Nyembo, a présenté ce mardi au vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, et à la ministre du Portefeuille, Julie Chikou, le tableau numérique de suivi et évaluation des réformes du climat des affaires, outil stratégique qui vise à renforcer la transparence, la coordination institutionnelle et l'efficacité des mesures prises par le gouvernement. Yvette Makuntima. Une campagne qui s'intensifie et offre à l'opinion un aperçu global des réformes au sein de l'exécutif national, dans les cadres de la campagne de présentation et de suivi du tableau numérique de suivi et évaluation des réformes sur le climat des affaires en RDC. Le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo a poursuivi sa tournée auprès des ministres et réformateurs. Avec le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, il a été question d'assurer le suivi opérationnel au sein du département, d'évaluer l'état d'avancement des réformes assignées et de réaffirmer la volonté du gouvernement de lancer un signal fort pour garantir les investissements. Auprès de la ministre et du portefeuille Julie Chikou, les échanges ont porté sur la présentation de cet outil en lien avec les assignations spécifiques de son ministère. L'idée de cette tournée qui est très importante pour nous parce que, encore une fois, le pays, en termes des besoins de financement des investissements, est énorme et nous avons besoin que le secteur privé soit rassuré de notre engagement, de notre détermination à faire en sorte que le climat des affaires soit réellement amélioré dans notre pays pour les attirer et leur permettre d'investir grandement dans les grandes infrastructures que nous avons à mettre en œuvre dans notre pays. Ceci est un bel exemple de l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre des réformes structurelles visant à rendre l'environnement des affaires plus attractif, plus transparent et davantage propice à l'investissement. Et à Kinshasa, les réunions paritaires nationales de la société Ligne Maritime Congolaise SA ont officiellement démarré. Ces assises réunissent le banc patronal et le banc syndical pour examiner dans un esprit de dialogue social les préoccupations liées aux conditions de travail et à la vie professionnelle au sein de l'entreprise. Chimène Dono nous en parle. Une réunion paritaire élargie aux partenaires qui s'est voulue fédératrice pour engager une réflexion approfondie sur le décret portant application du SMIC. Lors du lancement de ces travaux, le directeur général de Ligne Maritime Congolaise, Jean-Claude Mukenzi Mbiamouinza, a dans son adresse remercié le chef de l'État pour son accompagnement dans la dynamique de redressement et consolidation de cette entreprise stratégique, tout en appelant les participants à plus d'engagement. Nous tenons à rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les multiples sacrifices consentis et les efforts innombrables déployés en vue de la défense et de l'intégrité territoriale de notre pays et de la restauration de la paix. Notre soutien à son égard et à ses initiatives demeure intact, irréversible et inconditionnel. Écho positif du côté de l'intersyndical qui salue par le truchement de son président, Jacques Madinunga, le respect par la direction générale de textes et dispositions légales, ainsi que les accords et engagements pris. Ces assises devront aboutir à des solutions concrètes en faveur des travailleurs, mais aussi sur la mise sur pied des mécanismes pour le bon fonctionnement de l'armement national, flairant du secteur maritime congolais. Par ailleurs, ces travaux se déroulent en présence des inspecteurs de travail et de délégués de l'ANEP.
Et face à la situation critique que traverse l'entreprise minière Chemaf, le ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba, a engagé des discussions avec le banc syndical de la société afin d'évaluer la crise, identifier les causes et envisager les pistes de redressement pour sauver cet acteur clé du secteur minier congolais. Sadek Kenina. La société minière Chemaf traverse une période délicate, secouée par des tensions sociales et des inquiétudes grandissantes autour de la pérennité de ses activités. C'est dans ces climats d'incertitude que la délégation syndicale a été reçue par le ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba. Chemaf a été mise en vente depuis plus d'une année à cause des difficultés financières. Le blocage administratif fait en sorte aujourd'hui que les travailleurs se retrouvent dans une forme d'insécurité. Alors nous sommes venus alerter le ministre des Mines pour lui dire, c'est vrai, il y a l'aspect administratif, mais que l'autorité voie aussi l'aspect social qui en découlerait si le processus continuait à prendre trop longtemps. Face aux revendications exprimées, les ministres ont tenu à rassurer les uns les autres. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République à accompagner cette entreprise minière et ses employés tout en appelant à la responsabilité collective pour préserver la paix sociale. Le ministre a plutôt été positif par rapport à notre requête et nous a rassuré que le gouvernement met tout en jeu afin que la situation soit décantée. Cette rencontre illustre parfaitement la volonté affichée du gouvernement de la République de rester à l'écoute des travailleurs et d'encourager un dialogue social constructif entre entreprises et ses partenaires sociaux, afin d'assurer un avenir durable à la filière minière congolaise. Le dialogue social au cœur des préoccupations du ministre de la Communication et des Médias. Ce mardi, Patrick Mouyaya était en face de la délégation syndicale de l'Agence congolaise de presse ACP venue lui remettre les revendications du personnel couché dans un cahier de charges prêtant une oreille attentive. Le patron de la Communication et des Médias a rassuré avoir déjà initié une commission d'enquête. On l'écoute au micro de Gaëtan Magalano. Naturellement, on devait rencontrer le ministre parce que c'est notre ministre de tutelle et aussi lui présenter nos vives félicitations parce qu'il a plu au chef de l'État de renouveler sa confiance avec le ministre en les reconduisant à ses postes. Et donc ça valait la peine que nous puissions venir ici et échanger un peu avec notre papa, comme nous le considérons, et lui présenter quelques problèmes dont nous avons besoin de son implication pour des solutions idoines. Et d'abord, nous sortons de cette audience avec une note de satisfaction parce que nous avons rencontré un chef vraiment réceptif. Il a été attentif envers nous. Il nous a vraiment exprimé sa volonté de pouvoir aider l'Agence congolaise de presse à aller de l'avant et à se moderniser. Et nous lui avons exposé quelques problèmes au travers le cahier des charges qui énumère de quelques désiderata de l'ensemble du personnel. Et le ministre, déjà, nous sommes surpris que la plupart des problèmes est repris dans ces cahiers des charges et le ministre en connaît et il a déjà quelques propositions de solutions et là, vraiment, nous sommes très ravis d'entendre ça. Et la gratuité de l'enseignement de base, l'une des politiques phares du chef de l'État, est bel et bien effective à Kinshasa. Sur le terrain, de nombreux enfants en âge scolaire en bénéficient pleinement, marquant une avancée significative vers l'accès universel à l'éducation. Enseignants et parents d'élèves saluent à l'unanimité cette initiative présidentielle. Anastasie Doumbou. Près de 2 millions d'enfants ont retrouvé le chemin de l'école grâce à la vision managériale du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la gratuité de l'enseignement des bases. À Kinshasa, les parents d'élèves ainsi que les enseignants saluent cette initiative qui réduit sensiblement la déscolarisation des enfants faute de moyens d'accès à une bonne éducation scolaire. La gratuité existe. Les enfants étudient gratuitement. On ne demande rien. Tout est doté par l'État. Comme nous sommes au début de l'année scolaire, pour le moment, nous avons l'effectif de 53 élèves. Par rapport aux manœuvres des enfants, ils viennent souvent, aujourd'hui ils viennent, demain, nous sommes d'abord ensemble et nous enseignons, les 3 enseignants, nous enseignons les enfants ici. On est en train de faire étudier les enfants gratuitement. Et il y a des fois, nous donnons les cahiers, les crayons, parce qu'il y a des enfants qui viennent sans cahier, sans crayon. Ceux qui doutent encore avec la promesse du chef de l'État que la gratuité n'existe pas
nous vous disons qu'il y a la gratuité. L'initiative du président de la République a été fort saluée par les parents et responsables des écoles publiques. Et pour pallier à certaines difficultés, il sollicite l'accompagnement du gouvernement de la République pour améliorer davantage les conditions d'études. Nous avons aussi des difficultés, besoin de bancs, le crépissage, de peinture, l'arrangement sur des tableaux, ça nous fait défaut, le vitre de fenêtre. C'est un peu cassé, nous avons besoin de renouvellement. Par rapport à ça, nous aurons l'attirance auprès des enfants ou des parents. Ici chez nous, nous avons beaucoup d'enfants, mais nous manquons des bancs. C'est depuis 2019 que la gratuité de l'enseignement de base avait institué par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, l'État a pris l'option de prendre en charge les coûts de fonctionnement et les salaires des enseignants, avec l'appui des partenaires techniques et financiers. National poursuit son engagement en faveur de l'éducation. Sa caravane s'est arrêtée dans 2 écoles conventionnées kimbanguistes à Kinshasa, où un important lot des bancs pupitres a été remis. Cédric Enina, Tony Djouma. Les sons de la fanfare kimbanguiste, qui annonce habituellement les grands événements, apportent toute sa solennité à cette cérémonie. Les centres d'accueil kimbanguiste reçoit des bancs pupitres du service national et ouvre ses portes au savoir des bâtisseurs. Même exercice au grand complexe kimbanguiste des Kimbantseke 3. 500 bancs pupitres pour les élèves. Il ne manquait plus que ça pour lancer enfin l'année scolaire. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo a plaidé en faveur de jeunes marginalisés qui, en soi, peuvent, grâce au service national, subir une transformation radicale suivant les modèles d'un bon citoyen. La transformation de ces jeunes est un exemple, une preuve que, quel qu'il soit, un jeune peut changer et être utile à la société. Je veux vous dire que vous avez la charge de transformer les enfants, de les aider à accomplir leurs rêves et à travers eux, le Congo pourra construire son avenir. Retour au centre d'accueil kimbanguiste, où l'Institut Charles Kisolo Kele a bénéficié des mêmes supports. Pas une école sans banc n'est pas un vain slogan, mais une vérité immuable des actions du chef de l'État pour l'éducation qui transforme l'acteur hier délinquant et l'environnement d'apprentissage. Le Maroc renforce sa coopération éducative avec la République démocratique du Congo. Des bourses d'études ont été officiellement accordées aux étudiants congolais ayant satisfait aux critères de sélection. La cérémonie de remise des lettres d'affectation dans les universités marocaines s'est tenue à Kinshasa. Christine Lenzo, Simon Konkolo. Ils sont au total 100 bacheliers retenus après le dépôt de leur candidature pour recevoir la bourse du Royaume du Maroc pour l'année 2025-2026. C'est au cours d'une cérémonie organisée par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire dans l'enceinte de la Haute École du Commerce de Kinshasa que ces boursiers ont officiellement récupéré leurs lettres d'admission. Occasion pour M. Makindu, représentant de la ministre Marie-Thérèse Sombo, d'appeler ces jeunes Congolais à plus des responsabilités pour l'avenir de la RDC. Ce partenariat fécond entre la République démocratique du Congo et les royaumes du Maroc, matérialisé par l'octroi annuel des bourses d'études au bénéfice de nos étudiants. C'est chaque année que le gouvernement du Maroc octroie des bourses d'études dans le cadre de la coopération bilatérale. Le Maroc, depuis des années, a consacré un grand temps de la coopération à l'éducation, à la formation des étudiants de partout dans notre cher continent africain. Pour le directeur général de la Haute École du Commerce de Kinshasa et les représentants du secrétaire général à l'enseignement supérieur, cette bourse n'est pas un privilège, mais un appel au courage et à l'excellence. Prononçant les mots de remerciement au nom de tous les boursiers, Kabouya Wingi a remercié le gouvernement marocain et celui de la RDC pour leur engagement dans l'encadrement de la jeunesse. La scène politique congolaise continue d'attirer les nouveaux visages. Timothée Kaboulou, jeune entrepreneur congolais, a officiellement adhéré à l'action des Congolais progressistes ACP, formation politique chère à l'ancien gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. On fait le point avec Merendeke. Une
nouvelle adhésion au sein du parti Action de Congolais progressistes de l'ancien gouverneur de la ville, l'honorable sénateur Jean-Tini Mbaka. Timothée Kaboulo, un entrepreneur et homme d'affaires congolais, a adhéré le dimanche 15 septembre 2025 à ce parti motivé par les actions menées par l'autorité morale lors de son mandat passé à la tête de la ville-province Kinshasa. La cérémonie tenue au siège du parti a été présidée par l'autorité morale de l'ACP, Jean-Tini Mbaka, qui a dans son speech devant les cadres et militants énuméré les actions menées par son parti pour le développement et la reconstruction de la RDC en général et de Kinshasa en particulier. Quand le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé au pouvoir, il avait tout fait pour que la maternité et l'enseignement soient gratuits. Si notre économie était forte, tous ces problèmes de soins médicaux allaient être gratuits. Même idéologie avec l'ACP qui partage les valeurs de solidarité, de protection sociale et justice sociale. Pour Timothée Kaboulo, cette adhésion marque une nouvelle ère pour la construction de la RDC en s'appuyant sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je sais aussi que l'autorité morale soutient le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aussi une personne de réalisation. Et voilà pourquoi j'ai choisi le parti ACP. Plus de 20 ans aux côtés de Jean-Tini Mbaka, Timothée Kaboulo réitère sa confiance à cet homme de terrain pour un lendemain meilleur de la RDC. Et le professeur Modeste Bahati Lukwebo et son regroupement politique AFDCA a signé la charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation. L'autorité morale de l'AFDC appelle la population à s'engager derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Robert Ndaye Tshisese et Turbo Tshimanga. La signature de la charte et du règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation par l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, membre du présidium et autorité morale de l'AFDCA, a attiré ce mardi 16 septembre 2025 du monde au secrétariat permanent, siège de la plateforme présidentielle, envahi par les hauts cadres de ce regroupement politique. Aux couleurs du panier officiel de l'Union sacrée de la Nation, Modeste Bahati, escorté par les militants, appose sa signature sur ces documents importants adoptés à l'unanimité après le deuxième congrès de l'Union sacrée de la Nation. Tout est parti d'un entretien à huis clos avec le secrétaire permanent, le professeur André Mbatabetokoumé Soumangu. Je suis venu au nom du regroupement politique AFDC Alliés et de AEDCA, mais également du parti politique AFDC pour signer la charte, le règlement intérieur, la motion d'engagement de notre loyauté envers la haute autorité politique, à savoir son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'initiateur de notre plateforme l'Union sacrée de la Nation. Donc je suis venu matérialiser cet engagement par ma signature et la signature de tous ceux qui m'accompagnent. La charte et l'acte d'engagement signé ce mardi 16 septembre visent à promouvoir des valeurs telles que la démocratie et la cohésion nationale, se félicite le professeur André Mbatabetokoumé Soumangu. Je crois que nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir au siège, au secrétariat permanent de l'Union sacrée de la Nation, l'honorable président Modeste Bahati et tous ces regroupements. Ils sont venus dire ici, au siège de l'Union sacrée de la Nation, qu'ils restent loyaux à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Ils ont également signé l'acte d'engagement avec l'Union sacrée de la Nation. Donc c'est un grand jour pour l'Union sacrée de la Nation. Avant lui, le ministre, vice-ministre, mandataires, députés et sénateurs se sont acquittés de cet engagement en renouvelant leur loyauté au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme Grace Coutinho et les autres membres du gouvernement. À l'enseignement supérieur et universitaire, intronisation des nouveaux membres de l'Académie des sciences congolaises. Il s'agit de 24 professeurs émérites, pour la plupart qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo. Regardez. Il s'agit d'une cérémonie solennelle d'intronisation des nouveaux membres à l'Académie congolaise des sciences. 24 nouveaux académiciens, dont 9 de l'UNILU, intègrent ce panthéon de la science. Parmi eux, le feu professeur Ilunga Ndala, intronisé à titre posthume.
La COS contribue depuis 2021 au développement scientifique, technologique, social, culturel et économique du pays, dans un contexte mondial marqué par l'accumulation rapide des connaissances. Des éminents scientifiques, des étoiles de la science sont dans la salle Chibangu, parmi lesquels les professeurs Jean-Jacques Muyembe, Isidore Ndaïwel, Kaumba Lufunda, Kilanga Musinde, Alexis Takizala, Gilbert Kishiba et les autres. Le recteur de l'université de Lubumbashi a, dans son mot d'accueil, salué à juste titre ses académiciens. En ce jour, l'université de Lubumbashi est honorée de rendre hommage aux nouveaux venus, pour dire aux nouveaux-nés dans votre corporation si noble et si lumineuse. Pour sa part, le docteur Jean-Jacques Muyembe, président de l'Académie des sciences, a signifié aux nouveaux académiciens le rôle qui est désormais le leur dans la société. Placée sous la haute protection du président de la République, la COS est une haute institution de promotion de la science, de la technologie, des arts et des lettres. En s'attaquant aux défis sanitaires liés à l'exploitation minière. Outre le mot de Dr Jackie Kado, secrétaire exécutif du NASAC, réseau africain des académies des sciences, des cadeaux symboliques ont été offerts par le recteur de l'UNILU aux éminentes personnalités. Il est à noter que lors de la matinée scientifique précédant cette intronisation, des questions liées à la pollution environnementale et son impact sur la santé publique en RD Congo ont été traitées par différents experts. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, fact-checking, la RTNC s'en va en guerre contre les fake news. Vous aurez désormais des contre-vérifications d'informations par nos experts maison afin d'éviter toute propagation des fausses informations. Ce soir, avec Gaëtan Magalano, on s'attaque au premier fake news. Gaëtan Magalano, bonsoir. Bonsoir Sandra. Est-ce que la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, a-t-elle offert une voiture à sa mère? Vous avez dit la ministre, moi je dirais faux, mais plutôt Madame Grace Coutinho. J'insiste sur ces nuances parce qu'à l'époque, elle n'était pas encore ministre de la Jeunesse. Puisque le sujet fait la une de l'actualité, nous allons aussi faire pareil. Nous avons procédé à une vérification sur le moteur de recherche Google avec ces mots-clés Grace Coutinho, mais aussi en faisant une recherche d'images inversées Google Land. Nous nous sommes rendus compte que ces faits s'est bien déroulé, mais pas maintenant. Le 9 avril 2025, nous avons pu retrouver un article datant du 9 avril publié par le média numérique PPL News rapportant ces mêmes événements. Et sur le compte Instagram de Madame Grace Coutinho, elle avait à l'époque même écrit « Je n'ai pas attendu un jour spécial pour te rendre heureuse parce que toi, maman, tu n'as jamais attendu ». Mais ces images, Sandra Nyangui, ont fait objet de plusieurs publications sur les réseaux sociaux, notamment sur le X à partir du 14 septembre 2025, accompagné de plusieurs messages d'acharnement, notamment Grace Coutinho a offert ce dimanche une Jeep Toyota d'une valeur de plus de 50 000 $ à sa mère biologique. Il donne même un prix imaginaire. On s'y pose de questions. Est-ce qu'il était là lors de l'achat? La question reste posée. Le contexte de cette information n'est pas anodin. Grace Nyangui, elle a été diffusée par deux personnes malvoyantes dans le but plutôt serait de salir l'image de la ministre de la Jeunesse. Et c'est que nous rapportent les observateurs en parlant de la désinformation. Certains commentaires ont même donné crédit à cette observation. Voici quelques-uns. Ndeko, il faut arrêter de désinformer. C'était avant qu'elle devienne ministre. Il faut être honnête. Deux fois tranche. Rodrigue Kabanga, grâce Sandra Nyangui. C'est un travail de l'équipe de la rédaction dont moi je ne suis que la voix et l'image. Merci Gaëtan. Donc en conclusion, Madame Grace Coutinho avait bel et bien offert une voiture neuve à sa mère, mais cela était bien avant qu'elle soit nommée ministre de la Jeunesse. La précision est placée. Merci. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kikwit, dans la province de Kwangu, partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Ce journal a été coordonné par Martin Mangazakalala sous la direction de Oscar Mbalkaïj, rédigé par Gauthier Kiesi, Dichala et Dien Balaka, Monique Mavungu et André Njeka l'ont réalisé au mixeur son, Joseph Nzenzo. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Bobo, Anan Mokondi. Demain, 7h, Malumbela. Moi, je vous reviens très prochainement, demain 20h, Anita Luambois.